Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour et surtout bienvenue à notre émission spéciale, le Labo Côte d'Ivoire, donc de ce jeudi 16 octobre 2025 sur Afrique 2050 Radio. Notre invité, c'est donc le docteur Bokassa Kojava, que vous connaissez déjà, président de la FIDA, en exil depuis déjà 4 mois. Ça fait déjà 4 mois. Les mois vont très, très, très vite, docteur Bokassa donc Gervais. Alors, donc, bienvenue, cher ami, donc, à cette nouvelle émission. Pour ne pas me répéter, le Labo Côte d'Ivoire autour donc d'un thème central. La Côte d'Ivoire, la rue, l'exil et la scène internationale. Vers donc un tournant décisif c'est bientôt situé. Nous sommes à 9 jours d'un scrutin présidentiel historique, dans un climat politique marqué par des tensions croissantes et de plus en plus. Alors que le pouvoir tente d'imposer un quatrième mandat contesté, des manifestations éclatées se multiplient sur l'ensemble du territoire disons, et une mobilisation de plus en plus importante. Dans le même temps, la diaspora ivoirienne prépare donc un sit-in ou bien un meeting historique devant donc la Maison-Blanche prévu pour le 18 octobre 2025 pour porter donc la voix des démocrates ivoiriens au cœur du pouvoir américain. Pour analyser donc cette séquence cruciale, nous recevons donc un acteur majeur de la société civile en exil, comme je l'ai dit en début de mission, depuis déjà 4 mois. Minas et du régime, Dr Bogasako est avec nous. Nous allons le rapidement du côté de l'endroit où il se trouve. Je pense qu'il doit être encore à Washington. Il voyage beaucoup. Docteur Bogasako, bonjour et merci d'avoir accepté encore cette invitation exceptionnelle. Oui, bonjour cher ami et frère Jacques Roger. Je voudrais saluer tous les compatriotes qui nous suivent dans la diaspora, ici aux États-Unis, en France, en Europe donc, et du côté aussi du Canada. Mais je voudrais saluer surtout la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui n'a plus de répit, la Côte d'Ivoire dont les fils et filles sont concentrés chaque jour sur les réseaux sociaux, dans les rues, faisant des barrages, bravant les coups de fusil, etc. Et donc ce régime nous traumatise, mais nous devons être debout parce que le divin a voulu que ce soit notre génération qui, qui mène ce combat-là. Heureusement, nous avons quelques dévanciers qui nous aident, mais c'est surtout notre destin. Et donc, je suis là aujourd'hui encore pour en parler. Mais, cher frère Jacques Roger, peut-être que nous devrions rapidement évacuer le rassemblement très important du 18 avant de tomber de plein pied dans le détail de ce qui se passe à Abidjan, hein, avec ta permission, si tu veux bien. Bien, merci beaucoup. Alors, docteur Bogasako, comment analysez-vous donc, si vous voulez, l'évolution rapide des manifestations à travers donc, le pays ces derniers jours? Mais donc, je note que tu préfères que nous abordions d'abord Abidjan avant de venir du côté de Washington, D.C., hein, pour Allez-y, ce qui est... docteur. D'accord. Alors, la situation évolue très bien à Abidjan et à l'intérieur du pays. Quand je dis évolue très bien, cela veut dire que les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont debout. Le régime a voulu, à travers des décisions bidons, des décisions violatrices des droits de l'homme, violatrices de la Constitution, a voulu museler les Ivoiriens, traumatiser, semer la terreur. Et malheureusement, c'est peine perdue. Je sais qu'en tant que journaliste, tu es bien informé. Et pas plus tard que hier, hein, ce week-end, nous attendions encore la photocopie de son original, dit clairement qu'il y a des groupuscules qui manifestent encore, mais nous allons les gérer. Et je commence par là parce que c'est le propos qui m'a interloqué, qui m'a choqué. Lorsqu'un ministre de la Défense dit de ses compatriotes qu'il va les gérer, cela sous-entend quoi? Qu'il va les mater, ou alors pire, qu'il va les massacrer, qu'il va les tuer. Parce qu'on connaît ce régime, c'est son habitude, ce sont ses pratiques, les encabouler,
les tortures. Et si vous avez bien remarqué, depuis que nous-mêmes, nous avons été menacés par ce pouvoir et que nous avons dénoncé très tôt, peut-être que les tortures ont reculé, ont diminué, mais les encaboulés continuent, les intimidations continuent. Donc, dans ce bilan de ce qui se passe à Abidjan, je commence par ce propos-là, parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, j'observe que c'est le summum de la barbarie qui se prépare, que le ministre de la Défense s'y prépare lui-même. Parce qu'aujourd'hui, tout est documenté, tout est suivi. Les propos qu'il a tenus, nous les avons notés et nous les avons transmis. À qui le droit? Parce que vouloir mater les populations, aujourd'hui, nous en sommes déjà à deux morts déclarés. Le régime a tiré à balles réelles à Benoît sur un jeune homme qui n'avait rien fait, qui n'était pas armé et qui demandait simplement à exprimer une liberté, à exprimer un droit. Il a été battu, abattu froidement avec un tir à balles réelles d'un soldat ivoirien, d'un corps habillé ivoirien. Le monde entier en est témoin. Nous rendons hommage, nous nous inclinons devant ce vaillant guerrier, ce jeune qui est tombé pour notre patrie, le jeune Alouan. Que Dieu ait son âme. Mais je voudrais dire à ceux qui l'ont assassiné, comme ceux qui ont étouffé avec les bombes lacrymogènes ce bébé à Djopi, je voudrais leur dire, vous avez commencé à activer votre compteur des morts, mais ça va vous emporter. Parce que pour rien au monde, nous ne lâcherons prise. Nous nous battrons pour notre pays. Et quand je le dis, je parle en tant que fils de la Côte d'Ivoire, mais je parle à tous les patriotes ivoiriens. Deuxième élément que je voudrais noter, au-delà de ces personnes qui ont été tuées, il y a eu des actes d'intimidation, vous l'avez bien noté. Le président Laurent Gbagbo a fait donc une réunion de son cabinet, en tout cas de son parti, et le siège a été inondé de plus de 12 cargos de corps habillés. À quoi cela arrive? Mais la réaction des Ivoiriens est toujours légendaire. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Nous voulons éviter le pire. Nous nous battons, mais nous voulons éviter le pire à notre pays. On dirait que le régime d'Abidjan voudrait nous faire basculer dans le pire. Parce que ce que j'appelle le pire, ce que j'appelle les lignes rouges à ne jamais franchir, ce serait une arrestation du président Laurent Gbagbo. Ce serait une arrestation du président Tidiane Thiam. Ce serait une arrestation de Damana Adia Pikas ou un certain nombre, même du Chéric Balé. Et en tout cas, les leaders marqués. Parce que je rappelle au pouvoir d'Abidjan que 2025, là, ce n'est pas 2020. 2025, ce n'est pas 2020. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. C'est vrai que nous sommes à l'extérieur du pays pour ce qui me concerne, mais nous continuerons à parler à nos compatriotes. Parce que ce pays-là, si nous laissons à 5 ans encore à M. Alassane Ouattara, c'est que nous avons définitivement achevé de perdre notre pays. Et on ne peut pas faire cette erreur. Encore que, il n'est même pas dans le droit de candidater. Encore que, il n'a même pas le droit d'interdire les candidatures des autres citoyens ivoiriens. On ne peut pas lui laisser cette chance-là. Et le quatrième mandat, ça ne passe nulle part dans le monde. Il faut qu'il le comprenne. Et donc, après le président Gbagbo, mais c'était M. Akossi Benjo. Ils sont allés casser le portail de M. Akossi Benjo, vice-président du PDCI RDA, qui gère pratiquement toute la machine du PDCI, puisque le président est en exil, le président Tidiane Thiam. Mais il faut noter que le président Tidiane Thiam est en exil, puisque le régime a menacé clairement que s'il arrivait ici, ils vont le faire arrêter. Et ce qui me désole, là où on voit très bien qu'ils sont sans scrupules, dans leur meeting, ils disent, le président Ouattara lui-même ose dire, ils ont peur de m'affronter. Mais vous éliminez vos adversaires, vous dites qu'ils ont peur de vous affronter. Combien de fois ne vous a-t-on pas dit de mettre leur nom sur la liste électorale pour voir si vous étiez populaire, pour voir si les Ivoiriens vous aimaient? Vous alliez déchanter.
Et pour éviter l'affrontement, vous éliminez en instrumentalisant la justice, en instrumentalisant le Conseil constitutionnel. Mais ça ne marchera pas. Cette fois-ci, là, ça ne marchera pas. Et donc, après, Akossi Benjo, qu'ils ont aujourd'hui fait partie de chez lui, mais heureusement, il est toujours dans le pays. Il y a eu Damana Picasso aujourd'hui qui est obligé de fuir, de se protéger pour mener la lutte. Vous avez vu le dernier communiqué qu'il a sorti. Tous les Ivoiriens sont debout. Les fils du pays sont debout. Je salue aussi Picheri Balé, qui de là où elle se trouve est toujours debout. Nous battons le pavé parce que cette fois-ci, M. Ouattara ne passera pas. En clair, sur ce premier point, si je dois me résumer, les Ivoiriens nous rendent fiers de notre pays. Ils manifestent tous les jours. Les jeunes, les femmes sont debout, bloquant les rues, bloquant les chemins, parce que cette élection du 25 octobre ne doit pas avoir lieu et elle n'aura pas lieu. Ce quatrième mandat-là, je suis désolé, mais nous ne le subirons pas. Et je dis, nous ne sommes qu'à la période préélectorale. On peut même arriver au jour de l'élection où nous allons jouer la finale avec eux. Mais même si ça ne passait pas, oh, le chemin est trop long, ils vont souffrir. S'ils ont commencé à tuer, mais ils vont tuer en masse. Je rappelle à qui nous écoute qu'en 2020, ce sont 87 personnes que M. Ouattara a assassinées. 87 personnes. Au bas mot, hein, officiellement. Aujourd'hui, on en est déjà à deux. C'est pour ça que nous, notre rôle, étant à l'extérieur, c'est comment dire, de documenter au maximum tous ces événements, toutes ces tueries, tous ces massacres, et de prendre la communauté internationale à témoin jusqu'à ce qu'elle réagisse. Et je veux dire aux Ivoiriens que ce qu'ils ont commencé là, la communauté internationale suit. Le moment vient où elle va faire irruption pour arrêter toute cette élection, bloquer le processus pour que nous puissions nous parler. Tiens-toi bien et je m'en vais terminer. Chers frères, tout ça pourquoi? Parce que nous demandons à dialoguer avec des dirigeants pour nous entendre, pour éviter des morts. C'est pas ridicule ça? C'est pas honteux ça? Alors, docteur Bogasako, en quoi peut-on dire que ce mouvement est désormais national? Et selon vous, quelles sont donc les zones fortes? Et effectivement, le mouvement est national, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a surtout le pays entier et puis le pays Adjougrou, Abidji. Quand je dis cela, vous allez voir Adzopé, qui a déjà connu ce bébé, qui a été tué, comment des corps habillés peuvent lancer une bombe lacrymogène dans des domiciles. C'est ce que celui qui dit qu'il va nous gérer là. Le ministre de la Défense, c'est ce qu'il a enseigné à ses soldats. Tirer dans les domiciles. Mais on a compris. On a compris. Et donc le pays entier est debout. À l'épée a battu le pavé. J'espère que je pourrai, il y a à l'épée, il y a à couper, toutes ces zones-là. Tout le pays entier a vraiment nous a bluffé. Les, les coups ont été stoppés, les barrages des rues, etc. Parce que les populations veulent exprimer leurs droits, leur mécontentement face à un quatrième mandat qu'ils ne veulent pas du tout accepter. Et puis, du côté de Dabou, Dabou aussi s'est réveillé. Des manifestations étaient là-bas également à outrance. Mais allons-y aussi du côté de Gagnoa, allons à Ouragaïo. Les gens ont manifesté là-bas. Allez-y dans le Haut-Sassandra, là-bas. J'ai vu également des voies barrées du côté de Issia, etc. Allez-y à Iré, du côté. Je pense que même quelque part, même dans le nord, il y a certaines localités. Cher ami, chaque jour, nous documentons, nous faisons le point, mais je donne un aperçu général. Je pense Mhm. qu'au fur et à mesure que les différents leaders se décident à rentrer dans le jeu, là, c'est terminé. Vous avez vu, le coordonnateur général du mouvement Trop c'est trop, le frère Damana Picasse, a donné ces dernières consignes, parce que quand même, ce sont eux qui sont sur le terrain. Nous, nous sommes à l'extérieur. Et puis, le président Laurent Gbagbo s'adressera aux Ivoiriens bientôt. Parce Mhm. que, Justement, docteur Bogasako, vous n'êtes pas à Abidjan, hein? Alors, quelle forme actuellement donc de répression ou des actions avez-vous observé ou bien votre organisation a observé ou documenté récemment? mais écoutez, les traitements des personnes qui manifestent,
Regardez les traitements. Dès l'instant où il y a eu usage d'armes à feu, c'est qu'on a atteint le Rubicon. On a atteint le Rubicon. Sinon, ce qu'on a vu du côté de Benoît, c'est que c'est la maltraitance. Nous, on appelle ça de la torture. En termes de défenseur des droits de l'homme, c'est une sorte de torture. Massacrer quelqu'un qui est sans armes. Autour de lui, il y a un pléthore de corps habillés. Au moins 4 à 5 soldats qui sont en train de... On lui marche dessus. On le maltraite. On le torture. Pourquoi? Et puis on le prend, on le jette dans le cargo. Et puis bon, voilà. Donc, tous ces éléments-là, nous les avons notés. Lorsqu'on jette des bombes lacrymogènes dans des domiciles, ce sont des choses qu'on ne voit pas dans un état de droit. Les corps habillés, leur rôle, c'est d'accompagner les manifestants, c'est d'encadrer les manifestants, et non de les tirer dessus, et non de les maltraiter, et non de les... En tout cas, c'est du... Voilà. Ce que nous voyons à Abidjan, c'est pratiquement du jamais vu dans un état de droit. Mhm. Et donc, Justement, nous, justement, pour parler voilà. donc de ça, docteur Bogasako, Gervais, pour appuyer ce que vous venez de dire, je ne sais pas si vous avez lu le rapport d'Amnesty International, et en gros titre dit quand manifester devient donc un crime. Voilà. Et ensuite, ils ont conclu en disant la manifestation pacifique n'est pas une faveur accordée par un prince, c'est un droit constitutionnel et universel. En cristallisant la rue, le régime donc de M. Ouattara ne fait que taire ne fait pas donc taire la contestation. Il la concentre et la radicalise et l'internationalise. Alors, docteur Bouga, est-ce que vous voulez certainement réagir? Mais bien sûr que je réagis très favorablement. Je salue les amis de Amnesty International. Je ne suis pas surpris de ce rapport-là, parce que ce que je dis là, ça se confuse, c'est ce qu'ils ont résumé. C'est-à-dire que nous avons des droits. Les droits de l'homme sont des droits sacrés, des droits universels. Aucun citoyen ne peut être privé de ces droits-là. C'est pour cela que le Conseil national de sécurité à Abidjan a fait fausse route. M. Ouattara a fait fausse route. De toute façon, c'est lui qui préside toutes ces instances-là. Ce n'est que de non. Et donc, il a fait fausse route en disant qu'il interdit. Aujourd'hui, en interdisant, il a nationalisé et il a internationalisé. En interdisant, il a fait éclater et il a rendu cela hors la loi. Partout où je peux bloquer, je bloque. Partout où je peux empêcher, j'empêche. Voilà ce à quoi nous retrouvons aujourd'hui. Par la volonté de M. Ouattara, qui, quelque part, veut tout contrôler, qui, quelque part, veut nous contrôler, veut contrôler nos libertés, veut museler nos libertés, veut confisquer nos libertés. Et donc, je salue les amis de Amnesty International et au niveau de Grad Afrique, ici également, puisque je suis aux États-Unis ici avec ma deuxième organisation dont le président est M. Laurent Adjei. Nous documentons tous ces éléments-là puisque nous avons adressé un courrier au procureur de la Cour pénale internationale pour l'informer de la situation de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque fois, nous sommes obligés de réunir les informations pour qu'au moment opportun, cela puisse servir. Je vous dis, rien ne sera négligé. Tôt ou tard, ils paieront, ils répondront. De toute façon, ils ont contraint M. Laurent Gbagbo à aller à la Cour pénale internationale. Mais pourquoi pas eux? Le temps viendra et il n'est pas loin. Et il Et n'est j'ai pas. dit, Merci beaucoup. Alors que le mouvement prend racine à l'intérieur donc, du pays, la diaspora, elle aussi, s'organise donc, sur la scène internationale. Une mobilisation sans précédent se prépare à Washington. Voyons maintenant comment cette dynamique extérieure peut peser euh, dans le rapport donc, de force politique. Alors cela nous amène à poser la question, docteur Bouga Sako, hein, pourquoi avoir donc choisi la Maison Blanche comme lieu symbolique donc, de cette mobilisation donc, du 18 octobre? je voudrais rendre un hommage à tous les compatriotes de la diaspora. Autant nos compatriotes sont debout à l'intérieur du pays, autant eux aussi, ils font mains et pieds. Ce sont des gens qui, malgré leurs agendas, les calendriers de travail qui sont très serrés, trouvent du temps parce que la patrie les appelle. La patrie nous appelle. Je voudrais rendre hommage à tous ces compatriotes-là qui sont debout, qui sont engagés, qui cotisent de leur argent pour aller soigner les blessés, pour aller aider à Abidjan. Je vous les encourage toujours à le faire. Avant d'en arriver à la rencontre du samedi 18 octobre 2025,
devant la Maison-Blanche à Washington, D.C., de 14 heures à 18 heures, je voudrais rappeler que le 11, samedi 11 octobre, nous étions devant l'ONU, devant le siège de l'ONU à New York. Et ça a été une grande manifestation. Et là-bas, nous avons analysé une situation que je m'en vais évoquer, c'est que le samedi 18, les Américains ont décidé de manifester contre le président Donald Trump. Et donc, il y aura des manifestations éclatées. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, nous nous sommes concertés avec tous les leaders et nous avons décidé de maintenir notre manifestation. Je voudrais saluer tous les leaders parce que nous avons tenu à tenir notre manifestation. Pourquoi? Mais parce que c'est le seul samedi qui nous reste avant le 25, qui est la date de l'élection de M. Ouattara. Donc, nous mettons la pression au maximum avant le 25. Et on a choisi la Maison-Blanche. Mais pourquoi avons-nous choisi la Maison-Blanche? On a manifesté devant l'ONU. Aux États-Unis, il y a deux symboles. Il y a l'ONU qui a son siège ici, à New York, mais il y a la Maison-Blanche. Il y a le président américain qui lui-même est un élément important dans le Conseil des Nations, notamment à l'ONU. La voix américaine pèse. Je rappelle à ceux qui nous suivent que quoi que l'on dise du président Donald Trump, je ne suis pas américain, c'est lui qui est en train de donner du souffle à respirer du côté de la crise israélo-palestinienne. Grâce à lui, aujourd'hui, les derniers otages ont été libérés et les Palestiniens sont en train de regagner Gaza. C'est Donald Trump qui a élevé la voix, qui a obtenu cela. Et le monde entier le salue pour cela. Je rappelle qu'il était pratiquement sur le point d'obtenir le prix Nobel de la paix 2025. Malheureusement, il est passé à côté. C'est lui qui est dans le conflit russo-ukrainien, pardon. C'est lui qui est encore en première ligne. Et aujourd'hui, si nos frères de la RD Congo peuvent parler avec le Rwanda à travers l'accord qu'ils ont obtenu ici aux États-Unis avec le gage du président Donald Trump. C'est pourquoi nous avons choisi la Maison-Blanche. On a saisi l'ONU depuis longtemps. Le comité des droits de l'homme est saisi. Le Haut Commissariat à Genève est saisi. Même là encore, vous savez que le président Tidiane Thiam vient de déposer une plainte du côté de Londres contre deux pseudo-ministres de M. Ouattara, notamment les Touré et puis l'autre, je ne sais pas trop comment, le soi-disant porte-parole du pouvoir d'Abidjan. Je crois que le président Tidiane Thiam a déposé. Donc, à l'international, nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais le Amadou Koulibaly. 18, oui, oui, Mamadou, Amadou, c'est Amadou Koulibaly. Amadou. Amadou, bon, d'accord. Généralement, quand les Ivoiriens oublient son nom, ils coupent coup en disant Michelin. Bref, bref. Donc, les États-Unis, nous avons décidé que dans les manifestations, le 18, nous sommes devant la Maison-Blanche. Je veux rappeler à mes compatriotes qu'à Paris, souvent, quand nous manifestions sur la place de la République, on n'était pas seul. Il y a plusieurs manifestations souvent dans les places publiques. Parce que c'est ça la liberté d'expression. Chacun vient avec son sujet. Il a sa préoccupation. Mais au nom de la liberté d'expression, les Européens, les Occidentaux donnent les autorisations à tous ceux qui veulent manifester, quitte à vous de vous organiser. Le 18 octobre 2025, de 14 heures à 18 heures, nous sommes devant la Maison-Blanche. Nous avons un grand message à faire passer, une motion adressée à la communauté internationale tout entière via le président Donald Trump. C'est la communauté internationale qui a installé M. Ouattara au pouvoir. Et nous voulons parler à la communauté internationale. Et pour nous, la Maison-Blanche était tout indiquée pour adresser ce message-là à la communauté internationale. Donc nous viendrons, les frères de New York sont en train de s'organiser pour venir en grand nombre. Bon, c'est vrai que les frères de Philadelphia seront là également parce qu'il y a 8 mouvements, il y a 8 organisations qui se retrouvent. Il y a d'abord le mouvement Trop c'est trop, c'est nous qui avons pris l'initiative, puisque j'en suis le superviseur continental pour l'Amérique. Donc, nous avons pris l'initiative, Trop c'est trop, mais il y a également la FIDOP, dont je suis le président, en tant que structure de la société civile qui participe
au mouvement. Mais il y a également Grande Afrique, que dirige mon ami et frère Laurent Adjehi. Voici ce qui concerne, on va dire, la société civile. Après, nous avons les partis politiques. Le PPACI du président Laurent Gbagbo, qui est en première ligne dans ce mouvement, mais il y a le PDCI RDA du président Tidjane Thiam, qui est au devant de ce rassemblement, mais il y a également GPS de M. Guillaume Soro, qui est également au devant de ce mouvement, mais il y a le FPI du président Afin Descent, qui est également dans le mouvement, et puis il y a enfin le parti PHDDCI de notre frère ACO, c'est un parti oufouettiste qui est dans le mouvement. Donc ça fait 8 organisations qui se sont donné rendez-vous et donc qui appellent tous les militants à converger. Nous avons voulu symboliquement marquer le coup. On sera à ce jour-là en costume et cravate parce que pour nous, nous jouons notre va-tout pour que la communauté internationale prenne au sérieux notre message que nous adressons à cette communauté internationale. C'est elle qui nous a installés, c'est elle qui nous a imposé, M. Ouattara. Il faut qu'elle se mobilise pour arrêter le massacre des Ivoiriens. Il faut que la communauté internationale se lève dès maintenant pour arrêter le massacre des Ivoiriens. Et c'est pour cela que nous nous sommes donné rendez-vous le 18 octobre prochain devant la Maison-Blanche. Et je voudrais saluer tous les frères qui se mobilisent pour que nous puissions gagner ce pari-là et que le message passe. Rapidement, docteur Boga, quel est donc votre appel aux Ivoiriens et à la diaspora et à la communauté internationale à quelques jours, disons donc, du scrutin à Abidjan? Je voudrais dire à tous les Ivoiriens que pour nous, cette élection n'en est pas une. Parce que l'élection que M. Ouattara veut organiser, c'est une élection de force, une élection de passage en force. Elle ne respecte en rien les critères internationaux, les principes universels de la démocratie. C'est une élection qui est exclusionniste, c'est une élection qui est bâclée, c'est une élection qui élimine des adversaires, c'est une élection taillée sur mesure. C'est pour cela que les manifestations que nous faisons, nous voulons aider même les candidats retenus, parce qu'ils veulent les humilier. Il faut que les candidats retenus soient conscients que M. Ouattara, il va vous donner, distribuer 3%, 2%, 1%, et puis il va s'imposer comme candidat. Et vous seriez comme les KKB d'hier. Je ne le souhaite pas pour tous ces leaders que je respecte. Le combat que nous menons là, c'est pour votre honneur. C'est pour vous sauver. Parce que M. Ouattara, il n'attend que le 25 octobre à minuit pour se dire qu'il a gagné au premier tour. Il ne vous donnera même pas le luxe d'un second tour. Parce que l'élection est déjà gagnée, selon lui, d'avance. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons. Je voudrais dire aux Ivoiriens, debout, 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 battez-vous. C'est notre pays, on n'en a pas deux. Et puis à la communauté internationale, rendez-vous le 18 octobre 2025. Vous allez entendre notre message et nous allons le diffuser partout, dans tous les réseaux. Nous invitons la presse nationale et internationale. Vous allez voir, ce sera un grand rendez-vous pour battre le pavé et pour parler au monde entier au nom de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dieu nous y aidera. La toute dernière question, docteur Bogasako, avez-vous des signes que donc, le rapport de force est en train donc, de changer? Mais il y a longtemps qu'il a changé le rapport de force. M. Ouattara a perdu pied. Le fait qu'on commence à tirer à balles réelles sur des manifestants, M. Ouattara a perdu pied. Qu'il aille se renseigner auprès du président, de l'ex-président malgache, où il se trouve aujourd'hui. Il a été exfiltré, exactement comme Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'était vers comment dirais-je, Yamoussoukro. Le président malgache, c'est pratiquement vers l'île de la Réunion. On ne défie pas le peuple. Quiconque défie le peuple, il va croupir sous le poids du peuple, car c'est le peuple qui a toujours le pouvoir. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bogasako, pour cet éclairage précieux depuis votre lieu d'exil. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous hein, pour le jeudi. Est-ce que vous voulez certainement revenir un peu sur le meeting, les informations utiles pour ceux qui vous écoutent en ce moment? Ils sont très nombreux. Oui, toutes les dispositions sont prises pour le 18, le samedi 18. Tous les frères des États-Unis sont informés. Nous nous retrouvons là-bas de 14h à 18h devant la Maison-Blanche à partir de voilà. Et puis, on a un programme qui sera très, très intéressant. Tous les différents leaders prendront la parole et nous lirons notre motion
en français et en anglais et elle sera diffusée sur tous les médias du monde pour que les gens voient ce que pense la diaspora ivoirienne de ce Ouattara qu'on nous a imposé et qui aujourd'hui massacre notre population, massacre nos compatriotes. Venez tous et puis surtout que avant le 25, c'est la dernière date que nous avons. Rendez-vous à New York, devant la Maison Blanche, pardon, à Washington, D.C., devant la Maison Blanche. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur Bogassakour, et portez-vous bien. Pour les auditeurs, là, restez pendant encore quelques petites minutes. Nous allons faire un peu le point sur le rapport d'Amnesty International. Merci, docteur Bogassakour, et surtout, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, vous êtes donc toujours à l'écoute donc, de notre émission Jacques Roger Show sur NRA Radio. Après avoir fait donc l'émission Le Labo Côte d'Ivoire avec le docteur Bogassako, nous allons tout à l'heure faire un peu le point sur le rapport d'Amnesty International, critiquer un tant soit peu. Mais juste avant, je pense qu'on doit écouter un peu de démons et puis on revient rapidement du côté donc, du rapport d'Amnesty International. Ceux qui comprennent français, là, vous allez nous interpréter ce qu'il est en train de dire. Écoutons-le, écoutons-le. D'aller à cette élection. Il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Il a fallu que moi, je lui demande pardon. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, je lui ai demandé pardon. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Vous savez ce que ça veut dire quatrième mandat? Quatrième mandat, c'est leur incompétence.